Les élections présidentielles se tiendront le 24 décembre prochain en Libye. Une perspective qui pourrait marquer la fin de 10 ans de conflit en territoire libyen. Retour sur les différentes étapes qui ont mené la Libye à cette situation de chaos. D'abord un peu de géographie et de démographie. La Libye est un pays d'Afrique du Nord entre l'ensemble régional du Maghreb à l'ouest et celui du Machrek à l'est. Située au nord du Sahara, elle est en grande partie désertique, à l'exception de sa partie côtière qui borde la Méditerranée. La population libyenne, actuellement de 6,7 millions d'habitants, est principalement composée de berbères et d'arabes, ainsi que de tribus nomades, notamment Touareg et Toubou au sud. Le pays est historiquement divisé en 3 grandes régions. À l'ouest, la Tripolitaine, dont la principale ville est Tripoli, également capitale officielle du pays. La Cyrénaïque à l'est, dont la principale ville est Benghazi, seconde ville du pays, et le Fezzan, désertique au sud. Comme nous allons le voir, ces 3 régions n'ont pas toujours formé un ensemble unifié au cours de la dense histoire de la Libye. Remontons à l'Empire romain, à la période ottomane, à la conquête italienne très rapidement. Grecque, phénicienne, sous domination de Carthage avant d'être contrôlée par les Romains, la Libye est un territoire disputé dès l'Antiquité. Les Phéniciens y fondent au 7e siècle avant Jésus-Christ la ville de Tripoli, qui signifie 3 villes, rassemblant les 3 anciennes villes de Ola, Sabrata et Leptismania. Colonisé par les Vandales, le territoire libyen passe ensuite sous domination des Byzantins, qui s'allient aux populations berbères au 5e siècle. Et puis c'est la conquête arabe. À partir de 640, la Libye est conquise par les Arabes, les Omeyyades, depuis l'Égypte. La Libye est islamisée dans les siècles qui suivent. Le territoire bénéficie alors de sa localisation stratégique, véritable carrefour entre le Machrek et le Maghreb, entre le Sahara et la Méditerranée, entre monde berbère et monde arabe. À compter du XVIe siècle, elle est au cœur de la rivalité entre 2 grandes puissances méditerranéennes, l'Espagne et l'Empire ottoman. D'abord conquise par les Espagnols au début du siècle, Tripoli, puis l'ensemble du territoire libyen, tombe aux mains des Ottomans en 1551. Le territoire libyen devient la régence de Tripoli. La région bénéficie d'une certaine autonomie à l'égard de la Sublime Porte, mais menacée par l'avance des puissances européennes, notamment la France au Maghreb, l'Empire ottoman rétablit son autorité sur ce territoire en 1835 en s'appuyant sur certaines tribus locales. Les 3 régions qui composent l'actuelle Libye sont à la fin du XIXe siècle le lieu de la rivalité entre puissances. La France tente une percée dans le Fezzan, depuis l'Algérie, à laquelle s'opposent aussi bien les Ottomans que les Britanniques, qui tentent d'exercer leur influence depuis l'Égypte voisine. Quant au royaume d'Italie, il cherche également à conquérir la Libye pour se constituer un empire colonial. Et justement, l'Italie va partir à la conquête. En 1911, elle défait l'Empire ottoman en territoire libyen. Mais incapable de contrôler l'immensité du territoire confronté à des différentes contestations, notamment celle des Sénouzis, une puissante confrérie soufie implantée dans le sud du pays et affaiblie par la Première Guerre mondiale, Rome engage dans un premier temps les régions libyennes sur la voie de l'autonomie. Mais arrivé au pouvoir en 1922, Mussolini, qui rêve de refonder l'Empire romain, renforce la mainmise italienne sur la Libye en accélérant la colonisation et en renforçant la présence militaire italienne. Du fait de sa proximité géographique avec les colonies et protectorats français et de l'Égypte, la Libye est un point de tension à l'aube et au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques affrontent entre 1940 et 1943 les Italiens soutenus par l'Afrakorps allemande en territoire libyen. En 1943, Tripoli tombe aux mains des Britanniques. À l'issue de la guerre, le Royaume-Uni occupe alors la Tripolitaine et la Cyrénaïque, tandis que la France occupe le Fezzan. À la fin de la guerre, le statut de la Libye est discuté. La France envisage l'intégration du Fezzan à l'Algérie française. Londres autorise de son côté la création de l'émirat de Cyrénaïque par le cheikh Idriss, mais conserve le contrôle de la Tripolitaine. Les Alliés sont divisés sur l'avenir de la Libye. C'est finalement l'ONU qui va trancher en 1949. La Libye sera indépendante. En 1951, par sa nouvelle constitution, la Libye devient un royaume fédéral, le Royaume-Uni de Libye, rassemblant les 3 grandes régions historiques de Tripolitaine, Cyrénaïque et du Fezzan, dont Idriss, devenu Idriss Ier, est le souverain. Mais la présence des puissances internationales reste importante, notamment d'un point de vue militaire. Le Royaume-Uni et les États-Unis disposent de bases en territoire libyen, mais également financiers. Les puissances occidentales, au premier rang desquelles le Royaume-Uni et les États-Unis, financent l'État libyen. La Libye est en effet considérée dans les années 50 comme l'un des pays les plus pauvres et les moins développés du monde arabe et africain. Mais la découverte d'immenses gisements de pétrole va permettre un développement rapide du pays. À la fin des années 50, les premiers gisements sont découverts par la Libyan American Oil dans le golfe de Sirte,
puis plus largement en Cyrénaïque et dans le Fezzan. Ces gigantesques réserves éveillent les appétits des grandes compagnies pétrolières américaines et européennes. La Libye ouvre plusieurs dizaines de concessions et diversifie les entreprises exploitantes. Résultat, en quelques années, la production et l'exportation de pétrole libyen explosent, bénéficiant en outre de la fermeture du canal de Suez en 1967. La rente pétrolière va permettre un développement extrêmement rapide du pays, qui devient rapidement l'un des plus riches de la région et du continent. Cet enrichissement soudain s'accompagne d'un creusement des inégalités qui nourrit une contestation sociale dans un pays où l'unité peine à s'imposer. En 68, les réserves pétrolières libyennes représentent 8% des réserves mondiales. La Libye étant le 6e pays au monde en termes de réserves, derrière l'Arabie Saoudite, le Koweït, l'Iran, les États-Unis et l'URSS, et devant l'Irak, le Venezuela, l'Indonésie et l'Algérie. Depuis les années 80, les réserves libyennes n'ont cessé d'augmenter. Elles constituent 3% des réserves mondiales, qui les place au 10e rang des réserves mondiales pétrolières. 1er septembre 69, alors que le roi Idriss est en déplacement à l'étranger, un groupe d'officiers libyens pro-Nasser autour de Kadhafi, qui s'intitule les officiers unionistes libres, s'empare du pouvoir et renverse la monarchie. Mouammar Kadhafi s'impose rapidement comme le guide de la révolution, dirigeant de fait de la nouvelle République islamique libyenne. Anti-impérialiste, il se réclame du mouvement panarabique et tente, comme son voisin Nasser, d'unifier la nation arabe par un rapprochement en 71 avec l'Égypte et la Syrie, sans succès. Cette incapacité à créer une unification régionale et les tensions au sein du Conseil de commandement et de la Révolution, à la tête du pays, le poussent à se lancer dans une aventure plus personnelle. À l'anti-impérialisme et le panarabisme s'ajoute un discours populiste. Kadhafi se veut le représentant direct du peuple qui doit s'emparer des institutions. Le parti unique, l'Union socialiste arabe, qu'il avait lui-même fondé en 71, est dissous pour laisser la place à une démocratie directe sur le papier qui s'appuie sur un ensemble de comités populaires. En 76, le Congrès général du peuple, qu'il vient de créer, pose les bases du nouvel État libyen. La Jamaïria, qui signifie État des masses, arabe, libyenne, populaire et socialiste, est fondée en mars 77. En réalité, c'est sur un système d'alliance tribale traditionnelle que s'appuie le pouvoir très personnel de Kadhafi, qui parvient ainsi à maintenir un pays uni malgré les divisions régionales préexistantes. Dans son livre vert, qu'il publie en 3 parties entre 75 et 79, il expose sa vision de la démocratie, de l'économie, de la société et des liens sociaux, et développe le concept de troisième voie universelle, une alternative, selon lui, au capitalisme et au communisme, qui passe directement par la démocratie directe. Démocratie sur le direct, sur le papier, parce que, bien sûr, le pays est tenu d'une main de fer. Bénéficiant de sa récente rente pétrolière, la Libye se développe rapidement. Le PIB par habitant explose au cours des années 70. De 1860 $ en 70, il passe à 5500 $ en 74 grâce à l'augmentation du prix du pétrole. Il va dépasser 13 000 $ en 80, un record. L'isolement de la Libye sur la scène internationale à partir des années 80 vient dégrader la situation économique. Le PIB ne retrouvera son niveau de 80 qu'en 2008. Une telle rente permet au régime de Kadhafi de financer le développement des infrastructures, de mettre en place un système généreux de redistribution et un système social efficace. Le niveau d'éducation et de développement augmente de manière réelle. L'analphabétisme, la mortalité infantile sont graduellement éradiqués. De 100 décès pour 1000 naissances à la fin des années 60, la mortalité infantile passe à 30 décès pour 1000 naissances au début des années 90. Le taux d'alphabétisme passe de 60% en 84 à 86% au début des années 2000. Mais cette amélioration des conditions de vie de la population s'accompagne d'un durcissement du régime qui réprime, mate, élimine toute menace d'opposition. Universitaires, étudiants, frères musulmans, journalistes, tout militant politique, toute personne qui dit mal de Kadhafi est considéré comme ennemi de la révolution. La pendaison est l'ultime sentence, massivement pratiquée par le régime, qui emprisonne et pratique la disparition forcée pour les opposants, et également la torture. À partir du milieu des années 80, le régime doit faire face à une opposition islamiste croissante. Sur la scène internationale, la Libye de Kadhafi n'étant pas communiste, elle bénéficie dans un premier temps d'un regard plutôt positif des pays occidentaux, malgré le positionnement tiers-mondiste, panarabique et panafricaniste. D'autant plus que le pétrole libyen intéresse aussi bien les puissances européennes que les États-Unis. Mais Kadhafi adopte des discours anti-occidentaux de plus en plus radicaux qui l'isolent sur la scène internationale, mais le font bénéficier d'un certain succès à l'égard des populations des pays du tiers-monde. Désormais plus panafricain que panarabe, Kadhafi concentre ses efforts diplomatiques vers le continent
africains, tout en étant accusée de déstabilisation dans un certain nombre de pays africains. Au Tchad, la Libye s'implique dans la guerre civile, elle occupe la bande d'Aouzou, toujours disputée entre les deux pays, et Kadhafi s'octroie, sans que personne lui demande, un rôle de médiateur. Après avoir soutenu militairement la prise de Goukouni-Ouédaï en 1979, tenté une union avec le Tchad en 1981, le conflit tourne rapidement à la déroute pour la Libye, qui est contrainte, suite à une intervention française, à se retirer du Tchad et à signer un accord de paix en 1987. Cette déstabilisation à l'échelle régionale renforce l'isolement de la Libye, d'autant plus que le pays est accusé d'être impliqué dans des attentats terroristes et de soutenir différentes organisations terroristes ou indépendantistes. En 1979, les États-Unis inscrivent la Libye sur la liste des États soutenant le terrorisme. Kadhafi soutient l'IRA en Irlande, l'État basque, la fraction armée rouge allemande, les brigades rouges italiennes et également le mouvement palestinien ou le Front Polisario. Mais c'est surtout l'attentat du vol de la Paname qui va définitivement isoler la Libye. En 1988, un avion de la Paname qui réalise la liaison Londres-New York subit une explosion en vol et s'écrase à Lockerbie en Écosse. 259 personnes décèdent. En 1991, 2 Libyens sont arrêtés, dont un officier du renseignement. Alors que les États-Unis avaient déjà décrété un embargo sur les armes et le pétrole libyen, c'est désormais le Conseil de sécurité qui décide en 1992 d'un embargo et de sanctions contre la Libye, pour que celle-ci livre les 2 responsables de cet attentat. Cet embargo international ne sera levé qu'en 2003. Totalement isolé, Kadhafi tente plusieurs coups diplomatiques. Déjà membre depuis 1989 de l'Union du Maghreb arabe, qui lui avait permis de se réconcilier avec ses voisins du Maghreb, il crée en 1998 la Communauté des États sahélo-sahariens, qui lui permet de se repositionner vis-à-vis des pays d'Afrique subsaharienne qu'il veut aider financièrement. En 1999, il accepte l'extradition des 2 agents libyens responsables de l'attentat de Paname, ce qui améliore les relations avec les pays occidentaux. Après le 11 septembre 2001, il s'engage dans la lutte contre le terrorisme, renonce aux armes de destruction massive en 2003 et signe même le traité de non-prolifération nucléaire en 2004. Et il reconnaît sa responsabilité dans l'attentat de 1988. Tous ces gestes lui permettent d'obtenir la levée des sanctions et donc de l'embargo et d'opérer un relatif retour en grâce sur la scène internationale. On se souvient entre autres de la venue spectaculaire, invitée en grande pompe par le président Sarkozy, de Mouammar Kadhafi. Il va planter ses tentes à quelques encablures du palais de l'Élysée. Cette réhabilitation et la levée de l'embargo sont également une source d'opportunités sur le plan économique. Les entreprises européennes, notamment françaises et italiennes, investissent de nouveau massivement en Libye. L'économie repart à la hausse à partir de 2002 et connaît 5 années de croissance comprises entre 5 et 13%. Mais sur le plan interne, le contrôle de la population et l'autoritarisme et la répression persistent. À l'aube de la chute de Kadhafi, aucune élection libre n'a lieu en Libye depuis 1965 et aucune expression dissidente n'est tolérée. Les révolutions arabes qui ont pris naissance en Tunisie à l'hiver 2011 se diffusent rapidement aux pays voisins et notamment à l'Égypte puis à la Libye. C'est l'arrestation d'un militant des droits de l'homme, Fethi Tarbel, à la mi-février 2011 à Benghazi, qui met le feu aux poudres. La mobilisation contre le régime débute et se diffuse particulièrement en Cyrénaïque, outre Benghazi, mais également à Al-Beïda et Darna. Les manifestations sont réprimées dans le sang, tandis que Kadhafi cherche à mobiliser ses soutiens à Tripoli. Mais le mouvement de protestation s'étend dans la capitale. Le 27 février, le Conseil national de transition est mis en place à Benghazi. Il a pour objectif de structurer les mouvements et territoires insurgés contre Kadhafi. Il est reconnu par plusieurs pays comme le représentant légitime du peuple libyen. Ses représentants sont notamment reçus en France début mars. Dès la fin du mois de février, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne établissent un embargo sur les armes en direction de la Libye. Rapidement, les insurgés contrôlent une partie importante de l'Est libyen. Les forces pro-Kadhafi ripostent et reprennent du terrain et à la mi-mars, les insurgés sont retranchés dans les villes de Misrata et Benghazi où Kadhafi les menace d'un massacre. Sur proposition de la France et du Royaume-Uni, la résolution 1973 est soumise au Conseil de sécurité des Nations Unies. Seules la Russie, la Chine, l'Allemagne et le Brésil s'abstiennent. La Russie s'abstient sur la résolution 1973 parce que c'est Medvedev qui est président et il veut se rapprocher des Occidentaux. Poutine l'avertit, ne fais pas ça, tu vas te faire avoir par les Occidentaux. Et Medvedev dit non, on va tenter quelque chose. Évidemment, le changement de la mission en cours de route va permettre à Poutine de lui dire « je te l'avais bien dit » et revenu au pouvoir de durcir sa position vis-à-vis des Occidentaux. Comme il n'y a pas de veto russe et chinois, on permet l'usage de la force par le Conseil de sécurité et on met en place ce nouveau concept de responsabilité de protéger, un concept mis en place par Kofi Annan pour éviter l'alternative entre ne rien faire ou faire une guerre illégale. Donc l'idée, c'est de protéger la population libyenne par rapport aux menaces de massacre de Kadhafi.
Ainsi, sous l'égide de l'OTAN, des raids aériens par les forces françaises et britanniques soutenues par les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN, ainsi que les Émirats arabes unis et le Qatar, ont lieu dès le 19 mars contre les forces de Kadhafi. Des tentatives de négociation vont échouer et l'OTAN va prolonger son opération jusqu'en octobre. En juin, alors que les forces occidentales concentrent leur attaque sur Tripoli, Hillary Clinton déclare au sein du groupe de contact sur la Libye que les jours du régime sont comptés. Il y a un peu un changement du mandat, on devait protéger la population, mais on part du principe que tant que Kadhafi sera au pouvoir, la population sera menacée, donc on aboutit à vouloir un changement de régime. À l'été, Kadhafi, que certains croient déjà mort, fait une apparition télévisée dans laquelle il continue de défier les forces occidentales. Fin août, son quartier général tombe aux mains des rebelles. Les rebelles reprennent ville après ville l'ensemble de la région centrale, zone stratégique où se concentrent les puits de pétrole. Le 20 octobre, des frappes aériennes de l'OTAN visent le convoi de Kadhafi dans la région de Sirte, qui l'arrête, et les rebelles vont l'assassiner. La mort de Kadhafi dans le cadre de l'intervention occidentale interroge. Le mandat octroyé par l'ONU n'avait pas pour objectif de renverser le régime, mais on est abouti à ce résultat. La guerre civile aura fait entre février et octobre entre 20 et 30 000 victimes. Évidemment, l'économie et la production de pétrole s'effondrent, le PIB chute de 62%, et la persistance du conflit viendra approfondir les difficultés économiques du pays. Sur le plan politique, le Conseil national de transition, qui a coordonné l'ensemble de la rébellion, déclare la libération de la Libye et met en place un gouvernement transitoire. En juillet 2012, les premières élections libres depuis près de 50 ans ont lieu en Libye pour élire un congrès général national basé à Tripoli, nourrissant l'espoir d'une transition démocratique et pacifique. Mais les divisions politiques, le développement de milices armées et de groupes islamistes apparus au cours de la guerre de 2011, dans un pays où toutes les institutions restaient à reconstruire, mènent à une seconde guerre civile à partir de 2014. D'un point de vue régional, le chaos qui s'installe en Libye vient déstabiliser l'ensemble de la région sahélienne par la diffusion d'armes et de groupes armés, et est notamment l'un des facteurs de déclenchement du conflit du Nord Mali. Le territoire libyen, exsangue et poreux, servira de voie de passage pour les flux migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne et à destination de l'Europe. Des cas d'esclavage de migrants sont notamment documentés à partir de 2018. Face à l'incapacité du gouvernement de Tripoli de maintenir la sécurité et à lutter contre les différents groupes armés, le général Khalifa Haftar, un ancien officier de Kadhafi qui s'était réfugié aux États-Unis, annonce en 2014 la dissolution de cette autorité et se prononce pour la formation d'un nouveau gouvernement, ce que, évidemment, on ne reconnaît pas le gouvernement en place. Haftar, basé en Cyrénaïque, prend l'initiative de combattre milices et groupes armés djihadistes dans l'Est libyen. Plusieurs mouvements s'affrontent donc. Il y a le gouvernement de Tripoli, il y a la Chambre des représentants élue en 2014 qui est basée à Tobrouk, et il y a les forces du maréchal Haftar qui sont rassemblées en Cyrénaïque. Et puis des alliances instables entre milices à tendance islamiste et des mouvements djihadistes armés, principalement basés à Benghazi, soutenus pour certains par Al-Qaïda. La situation vire rapidement au chaos. Un chaos qui, comme en Syrie, favorise l'apparition d'acteurs encore plus radicaux. À partir de l'automne 2014, l'État islamique apparaît en Libye. D'abord par les attentats, puis par la prise de contrôle en 2015 par des forces de l'État islamique de l'ensemble de la région de Sirte, au cœur de la région du croissant pétrolier libyen. Dans la continuité des accords signés au Maroc en 2015, entre les représentants de Tobrouk et ceux de Tripoli, un nouveau gouvernement d'union, dirigé par Fayez el-Sarraj, est annoncé début 2016. Mais Sarraj peine à obtenir dans les faits le soutien du Parlement de Tripoli et de Tobrouk. Après plusieurs semaines de confrontation et de violence à Tripoli, le gouvernement de Tripoli quitte la capitale pour Misrata, puis cède le pouvoir à Sarraj, qui parvient finalement à installer un nouveau gouvernement d'union nationale dans la capitale. Il obtient la reconnaissance de l'ONU. Le Parlement de Tobrouk, allié au maréchal Haftar, se maintient et ne reconnaît pas ce nouveau gouvernement. Au printemps 2016, le gouvernement de Tripoli et les milices qui l'ont rallié lancent une offensive contre l'État islamique à Sirte. En quelques semaines, ces forces rentrent dans Sirte et défendent les forces de l'État islamique avec le soutien aérien des États-Unis qui bombardent les positions de djihadistes. Le gouvernement de Tripoli reprend le contrôle du croissant pétrolier, mais la région connaît durablement des combats entre les milices de Benghazi, les forces d'Haftar et celles du gouvernement de Tripoli, chacun cherchant à contrôler les terminaux pétroliers. Les troupes d'Haftar annoncent en printemps 2017 la libération de la région et en prennent le contrôle. Une première rencontre a lieu à Abu Dhabi en mai 2017 entre Haftar et Sarraj, qui annonce le début de négociations. Mais les combats se poursuivent entre les forces des deux camps. Haftar se lance dans une campagne de lutte active contre les groupes islamistes actifs dans le sud du pays et se représente ainsi comme le nouvel homme fort du pays. Il bénéficie depuis 2015-2016 d'un soutien étranger de la Russie, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et en sous-main de la France et des États-Unis.
Des mercenaires russes du groupe Wagner, entre 800 et 1200 personnes, sont également envoyés aux côtés d'Haftar. Au moment où l'envoyé spécial de l'ONU, Hassan Salamé, réunissait l'ensemble des protagonistes et des tribus pour parvenir à un accord, l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli vient mettre fin à cela et relance de nouveau le chaos. En décembre 2019, nouvel intervenant extérieur, la Turquie, qui vient au secours du gouvernement de Tripoli pour contrer le maréchal Haftar. L'aide turque passe par l'envoi de mercenaires, 7000 hommes, et surtout par la fourniture de matériel et notamment de drones qui vont être extrêmement utiles au gouvernement de Tripoli. Le but d'Ankara est double, c'est contenir l'avancée russe, mais aussi s'assurer un accès aux ressources pétrolières libyennes. Le gouvernement Sarraj ne peut pas refuser, du fait de cette aide militaire turque, de signer un accord avec la Turquie. De nouvelles négociations ont lieu à Berlin où chacun des intervenants extérieurs promet de ne plus aider ses alliés locaux, promesse qui évidemment ne sera pas tenue puisque chacun continue à alimenter en sous-main ses relais locaux. Finalement, un nouvel équilibre des forces, la lassitude des protagonistes, la pression des opinions publiques qui mettent en avant le double langage des puissances extérieures qui disent ne pas intervenir mais qui le font toutes régulièrement, chacun pour son camp, permettent de parvenir à un cessez-le-feu et un accord qui prévoit d'organiser des élections présidentielles et législatives. Cette nouvelle guerre civile libyenne aura fait entre 15 et 20 000 morts. Un forum de dialogue libyen est mis en place fin 2020. Il permet la création en mars 2021 d'un gouvernement de transition dirigé par Abdel Hamid Deba. Ce gouvernement est aussi bien reconnu par le gouvernement de Sarraj que par celui de l'Est libyen. Un conseil présidentiel dirigé par Mohamed Menfi est créé et prend la tête du pays. Une nouvelle conférence a lieu à Berlin en juin 2021. La question centrale est désormais celle du retrait des troupes étrangères, notamment turques et russes. C'est également la question qui se pose à l'occasion du sommet de Paris de novembre 2021. Que donneront les élections du 24 décembre? Il est bien sûr difficile de le savoir, mais ce qui est vraiment important, c'est la fin des ingérences extérieures qui ont largement contribué au chaos libyen. Est-ce que les protagonistes nationaux vont, s'ils ne sont plus aidés de l'extérieur, mettre de côté leur querelle? Ce n'est pas non plus certain. En tous les cas, cette intervention militaire occidentale présentée comme une guerre morale à l'époque, il faut s'en rappeler, est vraiment une catastrophe. Première victime, la Libye, qui est rentrée dans une période de chaos. Deuxième victime, le concept de responsabilité protégée qui permettait d'éviter les guerres d'Irak de 2003 où ne rien faire et on ne le met plus en cause. Troisième victime, le Sahel, puisque la déstabilisation du Sahel et du Mali est très largement due, effectivement, au chaos libyen. Quatrième victime, c'est tous les Africains qui ont souffert de tenter de passer en Libye et qui ont été réduits en esclavage ou qui sont morts, noyés à partir de la Libye. Alors certes, ces élections sont un moment important, elles sont indispensables, mais elles ne sont pas suffisantes. Tout va dépendre de la capacité des acteurs locaux à s'entendre, à relancer l'économie, à construire un État digne de ce nom.